À 4 heures du matin, le 16 août 2025, 57 camions sont stoppés près de la frontière togolaise. Sous des sacs d'aide humanitaire, des caisses d'armes, de grenades et de missiles apparaissent, pour une valeur annoncée de plus de 700 millions de dollars, et la routine devient bascule nationale. Si ce convoi avait franchi la frontière, quelle vie aurait été prise en étau? Et pourquoi Ibrahim Traoré doit-il, dès cette nuit-là, prouver que l'État peut se défendre sans béquille extérieure? Le destin du Burkina Faso se joue avant l'aube, ici. L'interception ne raconte pas seulement une saisie spectaculaire, mais un test de solidité étatique sous pression interne et internationale. Vous comprendrez les faits, les chiffres et leurs implications concrètes. L'enjeu central pour Ouagadougou est double. Éviter qu'une affaire de frontière soit réduite à un fait divers et démontrer qu'un appareil de sécurité peut tenir face à une logistique transnationale. Derrière la scène des camions, 3 questions structurent la suite. Qui coordonne, qui finance et quel objectif politique est visé par l'accumulation d'armes neuves et diversifiées? Un détail change l'échelle. Les véhicules ne viennent pas d'un seul axe, mais convergent depuis plusieurs points, comme si l'itinéraire lui-même avait été conçu pour devenir invisible au dernier moment. Ce glissement oblige les enquêteurs à passer d'une lecture contrebandier à une lecture opération. Ibrahim Traoré exige alors une règle simple: vérifier chaque numéro de série séparément afin que le récit repose sur des preuves, pas sur des rumeurs. Et si cette précision, en apparence bureaucratique, était la première riposte stratégique? Les enquêteurs comprennent très vite qu'il ne s'agit pas d'une saisie ordinaire, en moins de 24 heures. Or, les premiers recoupements montrent que le convoi représente un volume d'armement inédit pour une opération frontalière au Burkina Faso. Le chiffre qui fait basculer la lecture est simple. 57 camions, convergeant depuis plusieurs axes, chargés d'armes neuves dissimulées sous de l'aide humanitaire. Ce constat impose un changement de focale immédiat. Jusqu'ici, les services burkinabés étaient habitués à intercepter des flux fragmentés, quelques armes isolées, des cargaisons opportunistes. Ici, la cohérence logistique est totale. Les véhicules ne se rejoignent qu'à la dernière portion de route, une technique connue pour éviter les radars et brouiller les schémas habituels de surveillance. Cette seule donnée suffit à exclure l'hypothèse d'un réseau improvisé. Les analyses techniques confirment cette intuition. Les fusils, grenades et missiles ne correspondent à aucune production locale. Certains numéros de série renvoient à des stocks libyens postérieurs à 2011, d'autres à des circuits du Moyen-Orient, notamment du Yémen, tandis qu'une part provient d'usines européennes. Cette diversité n'est pas un hasard. Elle réduit la traçabilité immédiate et complique l'attribution politique. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré insiste pour que chaque élément soit vérifié indépendamment. L'objectif est clair: empêcher toute contamination du récit qui permettrait de discréditer l'enquête. Cette méthode ralentit le processus, mais elle renforce sa solidité. Les enquêteurs reconstituent alors non seulement les itinéraires, mais aussi les flux financiers associés, révélant des passages par Abidjan et Accra avant des relais plus lointains. Ce contexte transforme la signification de l'événement. L'interception n'est plus seulement un succès tactique, mais le premier indice d'un dispositif pensé pour contourner l'État. À ce stade, une question s'impose déjà. Si cette logistique avait fonctionné une seule nuit de plus, quelle configuration de crise aurait émergé au matin? Au cœur de la nuit, un acteur discret devient le point d'ancrage du récit: le capitaine Musa Kaboré, responsable des gardes-frontières dans la région concernée. Depuis des années, il observe les flux ordinaires, les irrégularités mineures et les habitudes routinières qui dessinent la frontière réelle, bien au-delà des cartes officielles. Le 16 août, quelque chose détonne immédiatement. Plusieurs camions roulent sans phare, avec une synchronisation trop précise pour être accidentelle. Sous ses ordres, 15 hommes, 2 blindés légers et un drone prêté par l'armée, fermant l'axe principal. L'intervention est rapide, presque silencieuse. 3 camions sont stoppés presque simultanément. À l'ouverture des premières caisses,
La bascule est immédiate. Des armes neuves apparaissent sous des sacs de farine. Le silence qui suit confirme l'intuition initiale. Ce n'est pas une anomalie locale, mais un segment d'un dispositif pensé pour éviter l'État. Les interrogatoires précoces renforcent cette lecture. Séparés, plusieurs chauffeurs livrent des récits identiques, appris mot pour mot. Cette rigidité narrative alerte les enquêteurs. Elle indique une compartimentation volontaire, conçue pour que chaque maillon ignore l'ensemble du plan. Un seul aveu fissure cette structure. Un conducteur explique qu'on lui a présenté la cargaison comme de simples pièces agricoles. Informé heure par heure, Ibrahim Traoré ordonne la conservation stricte de toutes les preuves. Aucun raccourci, aucune mise en scène. Cette directive évite toute faille juridique et ancre l'enquête dans un cadre vérifiable. L'impact est immédiat. Ce qui aurait pu être un fait divers devient un dossier d'État. Le message est scalaire et il dépasse cette nuit-là. Une vigilance locale peut déclencher une onde nationale. Avant l'interception, la scène est presque banale. Un signal faible apparaît sur les écrans. Une trajectoire irrégulière, une vitesse mal alignée avec l'horaire, une circulation inhabituelle à l'aube. Après l'interception, tout s'accélère. À 4 heures précises, les unités frontalières verrouillent l'accès. En moins de 5 minutes, les routes secondaires sont coupées. Les patrouilles avancent par segments courts. Chaque issue est neutralisée. Le piège se referme sans bruit. Le premier camion stoppé, puis un deuxième, puis un troisième. En un quart d'heure, la file entière est immobilisée. Les soldats ouvrent un conteneur. Une odeur de métal et de bois traité s'en échappe. Sous des sacs d'aide humanitaire, des caisses scellées apparaissent. Les verrous cèdent. Des fusils d'assaut surgissent, rangés par couches compactes. Des grenades emballées comme des produits industriels. Des roquettes alignées avec une précision presque clinique. À cet instant, l'unité comprend que la mission vient de changer de nature. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré reçoit le premier rapport. Sa réaction est immédiate et mesurée. Il ordonne une sécurisation totale du périmètre. Aucun tir inutile, aucune preuve détruite, aucun récit prématuré. Les forces spécialisées sont déployées. Les équipes médico-légales prennent position. Chaque caisse est photographiée, chaque numéro consigné. L'objectif n'est pas seulement de contrôler la zone, mais de transformer l'action militaire en dossier juridiquement inattaquable. Le climax survient quelques heures plus tard. À la mi-journée, l'ouverture systématique des camions révèle une ampleur qui dépasse les estimations initiales. Arsenaux complets, explosifs conditionnés, missiles encore scellés. Le volume impose un constat brutal. Cette cargaison ne pouvait servir à un simple groupe armé isolé. Elle correspond à une capacité de projection structurée, pensée pour durer. Les communications internes changent de ton. On ne parle plus d'interception, mais de neutralisation d'une opération. Les répliques sont immédiates. Dans la nuit suivante, plusieurs adresses sont perquisitionnées. Des entrepôts cachés livrent d'autres stocks. Les arrestations s'enchaînent, touchant des profils inattendus. Logisticiens, intermédiaires financiers, relais politiques. Les interrogatoires révèlent une planification étalée sur plusieurs mois, avec des rendez-vous à l'étranger et des flux financiers fragmentés. Un nom circule dans les notes internes, sans encore être rendu public, désignant un projet politique prêt à être activé. Sur le terrain, la nouvelle se diffuse rapidement. Dans les villages voisins, les habitants sortent pour voir les camions saisis. La peur se mêle à un sentiment de soulagement. Sur les réseaux sociaux, les rumeurs explosent. Certains parlent d'un coup d'État déjoué, d'autres d'une ingérence étrangère. Face à ce bruit, la ligne fixée par Ibrahim Traoré reste inchangée, documentée, vérifiée, puis seulement parlée. À la fin de cette séquence, une certitude s'impose aux décideurs. Ce qui a été stoppé n'est pas un trafic. C'est l'ouverture d'un affrontement évité de justesse. Jusqu'à cette nuit-là,
Les services burkinabés travaillaient avec une ligne de base bien connue, des saisies ponctuelles, limitées en volume, rarement coordonnées et presque toujours liées à des circuits régionaux courts. Et l'écart apparaît dès l'ouverture complète des camions, lorsque les équipes médico-légales passent d'un comptage approximatif à un inventaire structuré. Les chiffres, cette fois, ne décrivent pas seulement une anomalie. Ils redéfinissent l'échelle de la menace. Le premier indicateur est le volume d'armes légères. Les techniciens recensent environ 25 000 fusils de type AK-47. Ce nombre dépasse largement les interceptions habituelles, qui se comptent généralement en dizaines. Une telle quantité suffit à équiper plusieurs unités combattantes complètes. En termes opérationnels, cela signifie une capacité immédiate de déploiement armé sans phase de réapprovisionnement. Ce volume transforme une hypothèse de trouble local en scénario d'affrontement structuré. Le deuxième indicateur est la diversité des sources. L'analyse des numéros de série révèle une répartition claire. 40% des armes proviennent d'anciens dépôts libyens, 35% de circuits du Moyen-Orient, principalement liés au Yémen, et 25% d'usines européennes. Cette dispersion géographique n'est pas un hasard logistique. Elle complique l'attribution politique et dilue les responsabilités. Pour les analystes, elle signale un réseau capable d'agréger plusieurs marchés, donc de mobiliser des financements conséquents et stables. Le troisième indicateur est la présence de plus de 400 missiles anti-aériens encore conditionnés. Ce chiffre change radicalement la lecture stratégique. Ce type d'armement ne sert ni à l'intimidation ponctuelle, ni au banditisme. Il vise à neutraliser des capacités aériennes et à créer une fenêtre de vulnérabilité critique. En une phrase, ces missiles auraient pu clouer au sol une partie de l'aviation nationale, modifiant l'équilibre sécuritaire dès les premières heures d'une crise. Face à ces données, Ibrahim Traoré impose une méthode rigoureuse. Rigoureuse. Chaque chiffre doit être traçable, chaque origine vérifiée, chaque conclusion adossée à un élément matériel. Cette discipline ralentit la communication publique, mais elle renforce la crédibilité du dossier. Les chiffres se sont croisés avec des bases partenaires, sans extrapolation ni effet d'annonce. L'analyse financière complète ce tableau. Les enquêteurs identifient des flux fragmentés, transitant par plusieurs capitales régionales avant d'être redirigés vers des places financières plus éloignées. Cette architecture rappelle celle d'une entreprise internationale plutôt que celle d'un réseau clandestin improvisé. Elle explique la cohérence des volumes et la synchronisation des itinéraires. Pris ensemble, ces indicateurs dessinent une conclusion nette. La baseline d'un trafic local ne tient plus. Le delta impose une requalification complète. Il s'agit d'une opération prépositionnée, financée et pensée pour produire un effet politique. Les nombres ne servent pas à spa, ici à impressionner. Ils servent à prouver, méthodiquement, qu'une ligne rouge a été approchée. À ce stade, une question reste ouverte. Une fois la preuve établie, comment transformer ces chiffres en décisions durables? Deux lectures contradictoires émergent rapidement autour de l'interception, chacune cherchant à imposer son cadre d'interprétation. La première, relayée par certains observateurs extérieurs, soutient que l'événement a été amplifié. Selon cette thèse, l'État burkinabé aurait grossi la menace afin de renforcer son contrôle interne, resserrer le champ politique et justifier un durcissement sécuritaire. L'argument repose sur un schéma classique. Un pouvoir fragilisé utiliserait d'un choc spectaculaire pour consolider sa légitimité, quitte à dramatiser des faits réels mais limités. Cette lecture s'appuie sur un point précis. L'absence, au moment des premières annonces, de preuves publiques exhaustives. Pour ses défenseurs, tant que l'intégralité des données personnelles n'est pas accessible, le doute doit prévaloir. Ils évoquent des précédents internationaux où des saisies ont été surinterprétées et rappellent que la communication politique peut parfois précéder l'analyse complète. Dans cette optique,
l'affaire relèverait davantage d'un usage stratégique du récit que d'une menace existentielle. La thèse opposée, portée par plusieurs gouvernements et analystes de la région sahélienne, avance une conclusion inverse. Elle considère que la cohérence logistique, la diversité des provenances et les volumes interceptés excluent toute hypothèse de dramatisation. Pour ces acteurs, un tel dispositif ne peut être monté sans coordination internationale, financement lourd et objectifs politiques clairs. L'interception serait donc non pas un prétexte, mais un révélateur tardif d'une opération déjà avancée. Face à ces deux cadres, l'arbitrage ne peut être rhétorique, il doit être factuel. Or, les éléments matériels pèsent de manière asymétrique. Les séries d'armements identifiées correspondent à des circuits connus et documentés. Les flux financiers retracés impliquent plusieurs juridictions. Les techniques de convergence des camions sont cohérentes avec des méthodes d'évitement éprouvées. Pris séparément, chaque élément pourrait être discuté. Pris ensemble, ils forment une structure difficile à réduire à une mise en scène. Ibrahim Traoré choisit alors une ligne simple. Laisser les preuves parler avant les discours. En rendant progressivement publics les éléments vérifiables, l'État déplace le débat du soupçon vers l'examen. Ce choix n'éteint pas toutes les critiques, mais il modifie le terrain. La question n'est plus de savoir si l'événement est utile politiquement, mais s'il est explicable autrement que par une opération coordonnée. À ce stade, la controverse ne disparaît pas. Elle se resserre, et c'est précisément là que commence la phase suivante du récit. Le basculement intervient avec la découverte d'un document numérique extrait de l'ordinateur d'un suspect. Secondaire. Intitulé « Démocratie restaurée », le fichier détaille une séquence politique complète. Décret prêt à être signé, nomination anticipée et calendrier d'annonce publique. Ce n'est plus une hypothèse. C'est un scénario opérationnel. Chaque ministère y a un successeur désigné. Chaque décision, une date d'activation. L'événement change alors de nature. L'armement n'est plus une fin, mais un levier. Ce document agit comme un révélateur rétrospectif. Les volumes d'armes, la diversité des provenances et la synchronisation des camions prennent un sens nouveau. Il ne visait pas seulement à créer le chaos, mais à sécuriser une transition politique forcée. La logistique précède le discours, et la force précède la légitimité. Informé de cette trouvaille, Ibrahim Traoré tranche une question sensible. Rendre ces éléments publics, au risque d'exposer l'État, ou les garder confidentiels pour protéger l'enquête. Le choix de la transparence s'impose comme une stratégie défensive. En dévoilant l'architecture du plan, le pouvoir coupe court à la bataille du récit et impose un fait central. L'ingérence ne relève plus de l'interprétation. À partir de ce point médian, le dossier cesse d'être technique. Il devient politique, régional et symbolique. La question n'est plus seulement ce qui a été évité, mais ce que cette révélation oblige désormais à faire. Les effets de l'interception se déploient rapidement, et ils ne touchent pas tous les acteurs de la même manière. Pour l'État burkinabé, la première conséquence est institutionnelle. Les dispositifs de sécurité sont réévalués à la lumière de la découverte d'armements sophistiqués et de circuits financiers complexes. Des contrôles frontaliers renforcés sont mis en place, une cellule de crise permanente est instaurée, et des audits internes examinent les failles révélées par l'opération. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu est clair, transformer une victoire ponctuelle en capacité durable, mesurable et défendable sur la durée. Du côté des entreprises, l'impact est plus contrasté. À court terme, l'incertitude géopolitique provoque des tensions sur certains partenariats, notamment avec des acteurs occidentaux impliqués indirectement dans l'enquête. Des annonces de sanctions et des gels de coopération créent un climat d'attente. Mais ce choc ouvre aussi un réalignement. De nouveaux accords se sont proposés par des partenaires non occidentaux, permettant une diversification rapide. Le secteur minier, pilier de l'économie, enregistre une progression notable des exportations dans les mois qui suivent.
illustrant une capacité d'adaptation que peu anticiper à ce niveau. Pour les citoyens, les conséquences sont d'abord émotionnelles, puis sociales. Les images des camions saisis, diffusées largement, provoquent un mélange de peur rétrospective et de soulagement. Beaucoup prennent conscience de la proximité de la menace. Des manifestations de soutien apparaissent dans plusieurs villes, exprimant une forme de fierté nationale rarement observée depuis des années. Les discours d'Ibrahim Traoré, centrés sur la vigilance collective et la souveraineté, trouvent un écho auprès d'une population souvent méfiante envers les institutions. Cette adhésion n'efface pas les difficultés quotidiennes, mais elle restaure temporairement un lien de confiance. À l'échelle régionale, l'effet domino est immédiat. Les gouvernements du Mali et du Niger lancent leurs propres audits sur les circuits d'armement et de financement. Une coopération trilatérale se formalise, visant l'échange de renseignements et la coordination opérationnelle. Ce mouvement marque une étape nouvelle. La reconnaissance que les menaces transnationales exigent des réponses collectives. Le Burkina Faso cesse d'être perçu comme un cas isolé et devient un point de référence dans la gestion d'une crise d'ingérence. Pris ensemble, ces impacts dessinent un paysage complexe. L'interception n'a pas seulement évité une crise, elle a redistribué des équilibres politiques, économiques et symboliques. La question qui s'impose désormais est moins celle du passé évité que celle de l'avenir façonné. Comment maintenir cette cohérence lorsque l'urgence disparaît? À moyen terme, l'après-crise du Burkina Faso peut suivre 3 trajectoires distinctes, chacune éclairant des risques et des leviers différents. Le premier scénario, dit de base, repose sur une stabilisation progressive. Les enquêtes judiciaires avancent sans rupture. Les institutions absorbent le choc et la coopération régionale s'installe dans la durée. Ces tensions diplomatiques avec certaines capitales occidentales persistent, mais restent contenues. Les mécanismes de surveillance mis en place après l'interception produisent leurs premiers effets, limitant les flux illicites. Dans cette configuration, la croissance se maintient à un niveau modéré, porté par une sécurité relative et une continuité administrative. Ce scénario suppose que les réseaux démantelés ne parviennent pas à se reconstituer rapidement. Le scénario optimiste envisage une extension de la dynamique actuelle. L'affaire, rendue publique avec méthode, devient un cas d'école régionale. Les États du Sahel et du Sahel renforcent leur coordination sécuritaire et économique. Des mécanismes communs de contrôle émergent, réduisant la dépendance à des acteurs extérieurs. Les échanges intra-régionaux progressent et les investissements se réorientent vers des projets collectifs. Dans cette hypothèse, le Burkina Faso gagne une stature nouvelle, non comme puissance dominante, mais comme catalyseur de coopération souveraine. Ibrahim Traoré incarne alors une ligne politique perçue comme cohérente entre discours et action. Le scénario difficile repose sur une hypothèse inverse. Des contre-pressions s'organisent de manière diffuse. Sanctions ciblées, campagnes de désinformation et contraintes financières s'accumulent. L'économie subit des tensions sur les importations stratégiques, l'inflation progresse et les attentes sociales augmentent plus vite que les capacités de réponse. Dans ce cadre, la cohésion observée après la crise devient un amortisseur, mais elle est mise à l'épreuve par la durée. Face à ces 3 trajectoires, une recommandation de méthode s'impose. Si l'État anticipe, il consolide. S'il réagit tardivement, il subit. Penser l'avenir en chaîne de conséquences, plutôt qu'en événement isolé, devient alors un outil stratégique. La question centrale n'est pas de prédire le scénario, mais de se préparer à leur point de bascule. Au-delà des institutions et des chiffres, l'affaire touche des cercles de citoyens qui vivent ses effets de manière différente, parfois silencieuse. Le premier cercle regroupe celles et ceux confrontés directement à la question sécuritaire. Soldats en patrouille, enseignants en zone exposée, conducteurs de nuit et familles vivant près des axes routiers comprennent rétrospectivement ce qui aurait pu se produire. Pour eux, l'interception n'est pas un débat géopolitique. C'est l'évitement d'un basculement concret,
perceptible dans le quotidien le plus ordinaire. Le deuxième cercle concerne la diaspora burkinabé. Souvent exposée aux récits internationaux, elle se trouve à l'interface de plusieurs lectures contradictoires. L'affaire devient alors un repère identitaire. Elle alimente des discussions sur la souveraineté, la crédibilité des États africains et la capacité à défendre un récit fondé sur des faits vérifiables. Dans ce cadre, la posture d'Ibrahim Traoré est perçue comme un test de cohérence entre discours public et gestion des preuves. Le troisième cercle rassemble les jeunes professionnels, journalistes, chercheurs et étudiants. Pour eux, l'événement sert de cas d'étude. Il illustre la manière dont des réseaux transnationaux opèrent, comment des signaux faibles peuvent être ignorés ou détectés, et pourquoi la rigueur analytique devient une compétence civique. L'enjeu dépasse l'actualité immédiate. Il concerne la formation d'un regard critique face aux narrations simplificatrices. Ces cercles n'agissent pas de manière isolée. Ils se croisent, se répondent et produisent ainsi un effet cumulatif. Une conversation familiale rejoint un débat universitaire. Un témoignage local alimente une analyse plus large. À ce niveau, l'impact réel n'est pas spectaculaire, mais diffus. Il réside dans l'attention portée aux détails et dans la capacité à relier des faits. À partir des enseignements tirés de l'interception, les autorités burkinabées structurent une réponse en plusieurs étapes. Pensée pour transformer une alerte ponctuelle en architecture durable. La première étape concerne le renseignement. Les postes frontaliers sont dotés d'outils de détection connectés et d'officiers formés à l'analyse des signaux faibles. L'objectif est opérationnel et c'est mesurable. Réduire à zéro les passages d'armements majeurs non détectés sur une période de référence. La deuxième étape vise les capacités matérielles. Les armes saisies sont détruites, selon un protocole documenté, et les ressources récupérées sont réaffectées à l'équipement des unités frontalières et à la formation. L'indicateur de suivi combine disponibilité du matériel et fréquence des exercices conjoints. Il s'agit moins d'accumuler que de maintenir une capacité crédible et visible. La troisième étape est judiciaire. Un pôle spécialisé, rattaché à l'exécutif, centralise les dossiers liés aux flux transnationaux. Les délais de traitement et la solidité des procédures deviennent des critères de performance. Cette chaîne juridique vise à éviter que des failles procédurales n'annulent des mois d'enquête. La quatrième étape élargit l'échelle. Une coopération structurée avec le Mali et le Niger formalise l'échange de renseignements et la planification d'opérations communes. Le volume de données partagées et le nombre d'actions coordonnées servent de baromètre. La sécurité cesse d'être strictement nationale. La cinquième étape, c'est culturel. Les mécanismes de vigilance civique sont intégrés aux programmes éducatifs. Comprendre comment une menace se construit devient un savoir de base. Ibrahim Traoré insiste sur ce point. Sans appropriation collective, aucune réforme ne tient dans le temps. Cette feuille de route n'élimine pas les risques, elle les encadre. Elle repose sur une idée simple. Anticiper coûte toujours moins que réparer. Reste à savoir si cette méthode survivra à l'érosion du temps et de l'attention publique. Dans les derniers jours de l'opération, une image revient avec insistance, comme un fil tendu depuis la nuit initiale. Le capitaine Moussa Kaboré tient entre ses mains un fragment d'arme fondue, transformé en cloche destinée à une école locale. Le métal n'a plus la forme de la menace. Il a changé de fonction, et donc de sens. Autour de lui, des habitants observent en silence, conscients que ce morceau incandescent résume ce qui a été évité sans jamais être vu. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré mesure le poids de cette transformation symbolique. La décision de préserver les preuves, de documenter plutôt que de dramatiser, trouve ici une traduction concrète. Ce qui devait servir à détruire devient un objet de transmission. Ce renversement n'efface ni les tensions, ni les risques à venir, mais il fixe une mémoire commune. La nuit du 16 août cesse d'être une simple date. Elle devient un repère. Ce rappel relie le local et le national.
Un geste discret d'un officier de terrain rejoint une décision prise au sommet de l'État. Entre les deux, une même logique s'impose. Transformer la vigilance en continuité. La crise n'a pas seulement révélé un complot. Elle a montré comment une société peut donner un sens durable à ce qu'elle a frôlé. Et, dans tout ça, une phrase reste en suspens, comme un clou planté dans le récit. La clarté est aussi une forme de défense. L'histoire du 16 août ne s'arrête ni aux chiffres, ni aux communiqués officiels. Elle continue de circuler dans les gestes ordinaires, les discussions familiales et les débats publics d'un pays qui a entrevu sa vulnérabilité autant que sa capacité de réaction. Chaque société se construit aussi par la manière dont elle raconte les moments où tout aurait pu basculer. Ce récit n'impose pas une lecture unique, il invite à une attention partagée. Comprendre comment des signaux faibles deviennent des alertes, comment des décisions techniques prennent une portée politique, et comment la transparence peut désamorcer la manipulation est une compétence collective. Elle dépasse le cas du Burkina Faso et concerne toute communauté confrontée à des menaces diffuses. Si cette histoire vous interpelle, la prolonger ne demande pas de gestes spectaculaires. Une discussion informée, une lecture critique ou une mise en perspective suffisent souvent à renforcer une culture de vigilance. Les récits ne protègent pas seuls, mais ils orientent et orientent les réflexes. La question reste ouverte et elle s'adresse à chacun. Quels signaux choisissez-vous d'écouter avant qu'ils ne deviennent des chocs ?